Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être venus, enfin merci de vous être connectés. Juste peut-être pour commencer, un petit rappel des règles. On aura, donc déjà d'une part, pour vous prévenir, on sera enregistré. Ce sera diffusé sur notre chaîne YouTube, ce webinaire. Je vais vous demander de pouvoir couper votre micro pour éviter les bruits parasites qui pourraient un peu gêner vos voisins et vos voisines pendant le webinaire. Si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à utiliser l'option la main levée. On aura un temps de questions-réponses à la fin si vous voulez, mais si vous avez entre-temps, je serai là et j'aurai un œil sur le chat. Et comme d'habitude, il y a un chat si vous voulez commenter, réagir, surtout n'hésitez pas. Donc, vite fait pour faire un tour de table, donc je me présente, donc Jeanne Fuoy, je suis chargée d'études et d'affaires publiques à la Crescent Val-de-Loire. Je suis en présence d'Aurore Médieux qui est responsable écologie et économie circulaire à ESS France et en présence de Laure Carrère, qui travaille à la région, principalement elle est chargée de mission transition écologique et économie circulaire, et plus précisément, elle travaille sur l'observatoire des déchets et des déchets de la région Centre-Val de Loire. Donc, merci d'être nombreux. Principalement, je ne sais pas si tout le monde connaît beaucoup ce qu'est l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, et la Chambre régionale de l'économie sociale. Pour vous faire un bref rappel, en fait, ce qu'on a défini comme l'économie sociale et solidaire, c'est surtout les entreprises de l'économie sociale et solidaire. En fait, ce sont tout type d'entreprises qui ont un but autre que la lucrativité. Souvent, elles se fixent un projet d'utilité sociale. On les définit également par des règles d'affectation de leurs bénéfices qui font que leurs bénéfices générés par leur entreprise rentrent dans l'entreprise. Et elles ont également un fonctionnement interne qui est démocratique sur le principe d'une personne, une voix. Donc l'ESS, ce sont toutes ces entreprises. Depuis 2014, on est reconnu par la loi Hamon qui a fixé un périmètre pour ces entreprises statutaires. Donc, principalement, on représente les associations, les coopératives, les mutuelles, les fondations, ainsi que les sociétés commerciales de l'ESS. Donc, ce sont des sociétés classiques, mais qui ont mis en place dans leur fonctionnement en interne un fonctionnement démocratique et une lucrativité encadrée, ce qui fait qu'elles sont davantage proches des entreprises de l'ESS qu'une entreprise dite capitalistique. Et nous sommes en tant que CRES, donc on est la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On a une par région, plus ESS France qui est notre échelon au niveau national. Donc, on est une association qui assure une mission générale de représentation qui est d'ailleurs fixée par la loi Hamon 2014. Donc, principalement, on a une fonction de représentation, mais aussi d'appui à la création et développement des entreprises de l'ESS. On a aussi une fonction de formation et de sensibilisation à l'économie sociale. Et également, pour ma part, on a une fonction de collecte de données et d'informations sur les entreprises sociales et solidaires, et c'est sur ça qu'on est, vu qu'on va parler d'entreprises sociales et solidaires, mais principalement des entreprises qui travaillent sur l'économie circulaire en Centre-Val-de-Loire. Je vais faire aussi peut-être un bref rappel de ce qu'est l'économie circulaire, histoire de ne pas trop se confondre entre les deux termes. Donc, l'économie circulaire, c'est un concept, je vais citer la définition de l'ADEME. C'est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades de cycle de vie des produits, donc des biens et des services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact de l'environnement, mais tout en permettant le bien-être des individus, donc de la collectivité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que l'économie circulaire, c'est sortir de l'économie linéaire, donc l'économie dans laquelle on est, qui existe depuis à peu près 200 ans, qui vise davantage la production de biens et services en quantité, et mettre en place progressivement des boucles de production vertueuses. Donc, ça va avoir plusieurs impacts. Ça va être changer l'offre des biens et des services, tant sur les produits en eux-mêmes que sur les modes de production. Ça va impliquer de changer le comportement des consommateurs, certes, mais pas seulement. Ça va impliquer notamment de changer le comportement de l'acteur public, des producteurs, des collectivités territoriales. Et ça va aussi impliquer en fait, de repenser la gestion des déchets et de permettre des boucles un peu plus vertueuses pour limiter l'impact environnemental. Et quand on dit déchets, c'est tout type de déchets, déchets ménagers, déchets
industriels, mais aussi les biodéchets qui soient issus des ménages ou alors des entreprises de l'agroalimentaire ou de l'agriculture. Et ça, en fait, on a constaté depuis quelques années qu'un certain nombre d'entreprises se sont emparées de ça, beaucoup d'entreprises de l'ESS. On peut penser aux ressourceries, recycleries, mais aussi aux composteurs, méthanisateurs, les repères cafés, même n'importe quelle entreprise qui met en place un système de mobilité douce. On a également des réseaux qui se forment en France, parce que le RAR, le réseau des réemplois en France, mais on en a également la Fédération Ensemble Val-de-Loire, Emmaüs, le recyclage. Donc, principalement, circulariser l'économie, mettre en place ces boucles vertueuses, ça implique une approche coopérative entre plusieurs acteurs à différentes étapes de la filière. Et cette approche coopérative, on la retrouve énormément aussi dans l'ESS, ça fait partie de nos valeurs. C'est pour ça qu'on a beaucoup de liens entre entreprises de l'ESS et économie circulaire. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas trop vous assommer d'informations et de définitions. Je vais laisser la parole à Aurore Médieux pour nous parler de Carteco et de l'origine de ce projet. Merci Jeanne, bonjour à toutes et tous et merci d'être présents aujourd'hui. Carteco, c'est donc la carte des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui œuvrent pour la transition écologique. Alors, vous imaginez bien qu'il s'agit d'un champ relativement vaste et que donc on a commencé par l'économie circulaire en particulier. J'y reviendrai juste après. Je voulais vous présenter l'origine du projet au départ. Le ESS France, donc la Chambre française de l'économie sociale et solidaire, qui représente l'ensemble des entreprises de l'économie sociale et solidaire, à savoir plus de 165 000 entreprises et qui compte 222 000 établissements employeurs. Donc ça représente l'ESS en France, ça représente plus de 10% de l'emploi. Donc ESS France, cette chambre française, elle a dans ses missions légales le fait de porter l'Observatoire national de l'économie sociale et solidaire, qui liste du coup l'ensemble de ces entreprises. Et on s'est aperçu dès 2017, quand on a commencé cette mission transition écologique au sein de la chambre française et des chambres régionales, que la seule qualification des activités de ces structures enregistrées sur le service d'information étaient en fait les codes NAF, qui sont les codes issus de la statistique publique et donc des bases de données de l'INSEE, et que la majorité des entreprises de l'ESS qui œuvraient pour la transition écologique étaient contenues dans la catégorie environnement et autres. Donc autant vous dire qu'on avait très peu de qualifications sur les activités que ces entreprises-là pouvaient mener. Or, en parallèle, on avait des besoins identifiés très clairs au cœur des territoires et au niveau national aussi. C'était notamment les collectivités territoriales ou bien des institutions telles que les directions régionales de l'ADEME ou les régions qui revenaient régulièrement vers les chambres régionales de l'ESS en leur demandant d'identifier les structures de l'ESS, de la transition écologique et plus particulièrement de l'économie circulaire. Ce constat-là, on l'a fait aussi nous au niveau national, c'est-à-dire que quand on porte des éléments de plaidoyer, notamment pour faire en sorte que le réemploi soit très présent dans les déclinaisons des décrets d'application de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, bah souvent on nous demande d'accord, vous voulez des dispositifs spécifiques pour vos structures, mais combien compte-t-on de structures, qu'est-ce que ça représente en termes d'emploi sur les territoires, etc. Donc, on s'est très vite aperçu qu'il y avait un besoin très fort sur ces questions-là. Et puis, un dernier sujet qui était très important, c'est aussi tout ce qui redevient très important. Ce sont les achats socialement écologiquement responsables, notamment dans le cadre des SPASER, si je prends l'échelle régionale. Mais finalement, c'est le cas aussi pour des entreprises privées qui ont envie de devenir responsables dans leurs achats et leurs approvisionnements. Et pour ce faire, on a besoin d'avoir des opérations de sourcing très fines dans les activités pour faciliter ces mises en relation-là. Donc, Carteco, c'est né de ça. Ça a commencé avec une CRES, qui était la CRES Pays de la Loire, en 2017, qui avait constitué un premier tableur Excel qui recensait les structures de son territoire. Et puis, très vite, on s'est aperçu que c'était un sujet qui emmenait beaucoup plus de régions. Donc là, vous le voyez, on a commencé le projet avec 7 régions pilotes, la Corse, la Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, les Pays de la Loire, Mayotte et la Guyane. Actuellement, donc, ça nous a permis de référencer 1500 points pour la sortie officielle de Carteco qui a eu lieu le 2 juin dernier. Depuis, on est à 1700 points référencés sur la carte. Ça veut donc dire que depuis 3-4 mois, incluant l'été, on a déjà entraîné 200 nouveaux points saisis par des personnes qui viennent le faire en direct sur la carte. Donc, c'est plutôt une belle réussite.
En ce moment, moi, je suis en train de travailler à l'intégration de 4 nouvelles régions, ce qui représente 1000 nouveaux points, donc Occitanie, Bretagne, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, dans le cadre de votre territoire à vous et de la région Sud-PACA, la méthodologie va être un petit peu différente, c'est-à-dire que comme ces listes n'étaient pas déjà constituées au sein de la CRES, l'objectif, ça va être de profiter de l'existence déjà de Carteco pour pouvoir faire ce référencement. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des présentations comme aujourd'hui pour pouvoir vous sensibiliser à cet outil. C'est pour cette raison que pour le moment, dans les filtres, on le verra tout à l'heure avec Jeanne, vous n'avez pas toutes les régions. Seules les 7 régions pilotes étaient indiquées parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun point sur les autres territoires. Mais bien évidemment, dans les semaines qui viennent et avant le 1er novembre, date à laquelle on va lancer une grande enquête de qualification à l'échelle nationale, et ce parce qu'on sera dans le mois de l'économie sociale et solidaire en novembre, bien évidemment, toutes les régions seront de nouveau seront accessibles dans le filtre des territoires. Avant de terminer sur la présentation globale de Carteco, je voulais quand même parler du concept de partage de données parce que Carteco, ce n'est pas juste le référencement de points et ce n'est pas juste la carte de SS France et des CRES. L'enjeu pour nous, c'est bien que ce soit la carte de tous les acteurs sur le territoire. Donc aujourd'hui, c'est l'économie circulaire et plus particulièrement parce que si on revient à la définition de Jeanne de tout à l'heure où il y avait les 7 piliers, c'est un terme qui parle beaucoup et en même temps, c'est un terme dans lequel on peut mettre beaucoup de choses. Typiquement, dans l'approvisionnement responsable ou durable, on pourrait y mettre Enercop, qui est un fournisseur d'énergie verte et qui relève au titre de son statut coopératif de l'ESS, ou bien Cities, qui fait de l'économie de la fonctionnalité, qui est aussi une coopérative sur la question de la mobilité. C'est un choix délibéré qu'on a pris au sein du réseau des CRES de ne pas les enregistrer pour le moment sur le périmètre économie circulaire parce qu'on pense que ça ne parle pas aux gens et que Cities, ça parle plus en termes de mobilité et Enercop, ça parle plus en termes d'énergie. Donc aujourd'hui, finalement, c'est peut-être le terme économie circulaire sur la carte est peut-être galvaudé parce qu'en fait, et c'est comme ça qu'on l'a présenté dans le périmètre des actions référencées, on est bien sur la prévention et la gestion des déchets en réalité, donc plutôt sur les piliers 6 et 7 du concept d'économie circulaire défini par l'ADEME. Ça, c'était un premier point que je voulais vous dire parce que je voulais vous parler du fait qu'à partir de 2022, on envisage d'aller sur 2 nouvelles thématiques, justement, que seraient l'énergie et l'agriculture et l'alimentation durable. Donc, tout ça reste à valider, évidemment, au sein des collectifs d'animation de cette carte, mais ce sont bien 2 nouvelles thématiques de la transition écologique que l'on souhaite aborder dès 2022. L'autre sujet, c'est que le constat qu'on a fait à la sortie, quand on a travaillé, parce que ça fait 3 ans quand même qu'on travaille sur ce projet avec 7 ETP dans 7 régions différentes, plus du temps de travail au niveau national, donc c'est quand même un gros projet. Le constat qu'on a fait, c'est qu'un certain nombre de projets de cartographie fleurissent dans tous les territoires et c'est très bien comme ça. Souvent, c'est de l'argent public qui se trouve derrière ces cartes et on trouvait ça dommage de ne pas envisager des cartes qui communiquent entre elles. Le premier constat, il est très clair, c'est que dès lors que l'on fait des cartes comme ça qui sont figées, la donnée, au moment où on la publie, elle est déjà quasiment obsolète. Parce que si on est sur une enquête de 2 à 3 ans, comme ça a été le cas sur Carteco pour les 7 premières régions pilotes, en fait, on s'apercevait en géolocalisant des points au moment de la cartographie que certaines adresses avaient déjà été modifiées. Notre enjeu, il est donc de pouvoir compter sur la force vive des citoyens et des collectivités, des structures de l'ESS en tant que telles pour mettre à jour la carte au fil de l'eau et aussi pour faire en sorte que des cartes qui seraient stockées sur GoGoCarto, qui est donc l'outil cartographique que l'on utilise pour présenter Carteco et qui compte aussi par exemple le Transiscope ou Près de chez nous, qui sont des cartes très connues qui ont été faites aussi par la force citoyenne, que ces cartes-là qui sont stockées sur GoGoCarto puissent communiquer entre elles. Et pour ça, on a fait un choix fort. On a décidé à l'ESS France avec les CRES de financer le développement d'un module qui permet de transférer une partie des données, donc toutes les données ne sont pas en open data, qu'on soit très clair. Par ailleurs, il y a des données stockées, on le verra tout à l'heure sur Carteco, qui sont même confidentielles. Là-dessus, c'est très clair. Mais en tout cas, les adresses, les horaires d'ouverture, le nom des structures, et puis parfois une partie d'activité peuvent être donc transférées sur OpenStreetMap, qui est une base de données internationale et non une carte, même si son nom ne l'indique pas forcément très clairement. C'est une base de données internationale ouverte qui permet à tout un chacun de venir mettre à jour des données.
Et donc, l'idée, c'est qu'en transférant une partie de nos données, enfin, tous nos points, mais une partie seulement des données affiliées à ces points, sur OpenStreetMap, ça permet ensuite à d'autres cartes de bénéficier de ces données. Et donc, l'objectif final, c'est bien que demain, il y a Zero Waste France, par exemple, qui a fait une carte récemment sur GoCarto. Si demain, une ressourcerie est stockée sur la carte de Zero Waste France et qu'ils ont choisi d'utiliser ce module que l'on a mis à disposition, alors les horaires d'ouverture que vous pourriez mettre à jour sur cette carte-là, sur cette ressourcerie, seraient de fait mis à jour sur Carteco. La CRES concernée recevrait donc une notification lui indiquant qu'il y a eu un changement et d'où provient ce changement et serait en capacité ensuite de valider ou non. Et ça, c'est un point très important. La modération aujourd'hui, elle est faite par chaque chambre régionale de l'ESS. C'est volontaire. L'idée, c'est bien que chaque région connaît, enfin chaque CRES connaît mieux sa région que n'importe qui d'autre autour de Carteco et donc sera en capacité de pouvoir valider par exemple le statut ESS de l'entreprise qui souhaite se faire référencer, mais aussi le périmètre de ses activités, soit parce qu'elle connaît déjà la structure, soit parce qu'elle est en capacité de lui passer un coup de fil et donc de pouvoir discuter avec elle. Carteco, ça a aussi un intérêt très fort pour les CRES en tant que telles, puisque ça les aide aussi dans tout leur travail d'animation territoriale. On parle beaucoup des PTCE ces derniers mois, puisque l'État a choisi de relancer les pôles territoriaux de coopération économique. Et finalement, Carteco, c'est un outil absolument fondamental dès lors que l'on veut créer de la coopération sur les secteurs de la transition écologique. Alors aujourd'hui, l'économie circulaire en particulier, puisque ça permet au sein du territoire d'identifier qui fait quoi et avec quel flux. Pour information, sur l'économie circulaire, le tableur qui est à l'origine de cette carte compte 514 champs de qualification différents et permet d'aller enquêter jusqu'au tonnage de chaque activité. Donc ça, j'aime pouvoir vous le faire voir maintenant en renseignant un formulaire. Merci Aurore. Là, je vous ai mis du coup Carteco sous les yeux. Donc là. Donc, comme l'avait précisé Aurore, ici, on trouve les régions pour l'instant qui sont en cours de finition. On a donc, toutes les activités, donc là vraiment sur la filière déchets, donc c'est assez large et on voit déjà tout de suite qu'on a une sacrée diversité quand il s'agit de toucher à la filière déchets, donc lutte contre le gaspillage alimentaire, sensibilisation à la prévention, formation des gestions de déchets, mise à disposition de matériel, de pièces détachées, bâtiments, biodéchets toujours, emballage, seconde vie. On a aussi possibilité de savoir si on parle d'une structure, une association qui est ouverte au public ou qui ne l'est pas. On peut avoir les 5 flux de déchets, déjà de l'EIT, donc l'écologie industrielle territoriale, et les collègues en déchetterie. Je vais vous faire une petite simulation pour commencer, pour voir comment ça se passe en back-office dès qu'on veut créer une structure de l'ESS. Donc, c'est ici que ça se fait. Je précise que là, je suis inscrite en tant que modératrice. Donc, quand vous voulez ajouter une structure, quand vous voulez ajouter votre propre structure, vous allez sur cette page-là. Je vous rappelle un peu le principe. Donc, toujours nous, pour le périmètre de cette carte, c'est le périmètre ESS qui figure dessus. On prend principalement donc, les entreprises de l'ESS. Dès que vous arrivez ici, vous avez deux cas de figure. Soit vous êtes une structure de l'ESS et vous souhaitez vous référencer, soit vous êtes une structure tiers, un partenaire, une collectivité qui a l'habitude de travailler ESS et vous souhaitez référencer votre structure qui est présente sur votre territoire. C'est important cette distinction car vous n'allez pas avoir les mêmes questions à un moment et moi, pareil, en back-office, je n'aurai pas les mêmes niveaux d'information. Je vais partir si je suis une structure de l'ESS et je souhaite me référencer. On va faire très simple. On tombe sur ce petit questionnaire. Donc, la structure par site. Si on a une structure mère, c'est tout à fait possible. C'est pas tout à fait le cas, mais mettons ESS France. Une description de l'activité. On aura le numéro SIRET. Donc, si vous n'avez pas le SIRET, c'est pas un souci, d'autant plus que moi, en tant que modératrice, j'ai possibilité en fait de rechercher le SIRET et de pouvoir compléter la fiche après dans le back-office. On va mettre pas de SIRET. Donc, obligatoirement préciser son statut juridique de l'ESS, association, coopérative mutuelle, fondation, société commerciale. Si vous êtes agréé ESUS ou non, une adresse complète.
qui permettra à la fois de nous retrouver et de nous localiser. Alors là, j'insiste sur vraiment l'importance, dès lors qu'il existe, de vraiment mettre le numéro de rue. Parce que c'est vraiment ça qui va derrière, effectivement, permettre la géolocalisation. Vous voyez ici, donc, ils ont pu localiser l'adresse, donc là où on est situé, à Fleury-les-Aubrais, au nord d'Orléans. Je me permets d'ajouter juste un petit point là-dessus. Vous voyez très bien ici que la petite pastille de géolocalisation, elle est bien située dans un bâtiment. À ce moment-là, c'est vraiment parfait, c'est-à-dire que vous êtes bien dans le bâtiment. Un certain nombre de fois, vous aurez la pastille qui va se localiser sur la rue. C'est vraiment très important ensuite que vous puissiez, vous, manuellement, le remettre dans un bâtiment parce que c'est ce qui permettra d'avoir une donnée réellement de qualité stockée ensuite sur OpenStreetMap aussi. Pour avoir modéré plusieurs fiches, il y a eu plusieurs cas où en fait, la structure a rempli sa fiche, ou la personne tiers l'a remplie, mais n'a pas précisé notamment, et en fait, je me retrouvais avec une zone industrielle avec plusieurs bâtiments, plusieurs entrées, même parfois même des bâtiments avec plusieurs entreprises ou plusieurs associations dans le même bâtiment. Et il a fallu, de mon côté, un peu me renseigner et jouer pour pouvoir bien situer surtout si on parle de structures qui accueillent des flux de déchets où il est possible de déposer des objets ou de l'électroménager. Ça, c'est assez important, notamment pour celles qui sont ouvertes au grand public. En parlant des coordonnées, donc là, on a des coordonnées publiques qui sont visibles sur une fiche, sur vos fiches ESS. Si je n'ai pas trop de perte de temps pour la remplir, mais... Et là, on passe sur des données qui sont par contre confidentielles concernant le métier. Donc, en quelle année a débuté votre activité? Si votre structure est employeuse, avec une précision sur le nombre de TP, le nombre de salariés. Les chiffres un peu assez rapidement. Si vous êtes une structure de l'insertion professionnelle, de là, on va vous poser des questions si vous êtes en insertion, si vous avez des adhérents à votre structure. Également, possibilité si vous faites partie d'un réseau d'appartenance. On en a plusieurs, on a RAR, ADEME, mais aussi tout ce qui est Emmaüs, aussi la Croix-Rouge et le Secours populaire. Là aussi, on a beaucoup de réseaux. Si vous êtes adhérente à la CRES locale, et votre chiffre d'affaires en 2020. Ça, on précise et on rappelle, ce sont des données confidentielles, des données métiers qui nous servent plus pour nous, pour nos études et nos enquêtes, afin d'estimer en fait la capacité de votre entreprise et surtout ce que vous générez en termes d'emploi. Toujours dans les données personnelles, donc les contacts en interne qui restent confidentiels à la structure, ça nous permettrait, en fait, nous modérateurs, d'avoir des personnes à contacter, que ce soit pour la fiche, mais aussi pour d'autres enquêtes, pour d'autres animation de réseau futur. Toujours préciser un contact, nom, prénom, un numéro de téléphone et un email. Ça, pareil, toujours, ça n'apparaîtra pas sur la carte. Le type d'activité dans lequel opère la structure. On va mettre, sachant que vous pouvez facilement les cumuler. Et là, en fait, on va pouvoir vous poser des questions sur le flux, et surtout poser des questions aux structures sur le flux qu'elles prennent en charge. Est-ce que c'est verre, est-ce que c'est plastique? Même des questions assez précises comme les bouteilles de gaz, le palette, ou d'autres types d'emballages. Si vous avez des activités précises comme une activité de consigne, une activité de collecte et de lavage, donc là, c'est principalement des questions qui sont posées pour le système des consignes et pour le verre. Et également, on va poser des questions sur les tonnages. Je réinsiste aussi sur le fait que si vous voyez qu'on est sur l'année 2019, ce qui va impliquer qu'on va pouvoir avoir plusieurs de campagnes de relance pour pouvoir mettre à jour ces données-là et ces données qui vont profiter au réseau. Bien entendu, si l'association n'est pas assez mature pour pouvoir estimer un tonnage, il y a toujours possibilité de mettre le nom connu. Étape complémentaire, savoir si la structure se définit comme une ressourcerie ou une recyclerie. Et enfin, si elle est ouverte au public, ça fait partie des données qui vont être affichables, ça va être les horaires d'ouverture. Une fois que tout est rempli, on peut envoyer.
Et ici, vous voyez que la crèche a été créée. Donc, alors, je me permets juste de compléter qu'elle apparaît en bleu ici, qui est la couleur de l'économie circulaire, parce que Jeanne a été connectée avec son compte administrateur de CRES. Mais dès lors que vous ajouterez un point, il sera plutôt gris, comme on en a vu d'autres sur la carte. Ça veut dire qu'il est en attente de modération par la CRES. Typiquement, au Centre Val-de-Loire, comme l'événement d'aujourd'hui a suscité un engouement pour venir référencer des points, on a des points qui sont arrivés ces derniers jours. Et donc, du coup, s'ils sont gris, c'est qu'ils doivent être validés par la CRES. Dès lors qu'ils sont validés par la CRES, ils basculeront en bleu pour dire qu'ils ne sont plus à modérer, ils sont bien validés. Là, j'ai en profité pour me déconnecter, pour montrer la partie sur le back-office, et notamment préciser sur les questions, et ça on y tient assez, sur les questions en fait, hop là, la protection des données, notamment ce qui concerne les tonnages, mais aussi les trucs. On prend un exemple qui nous vient de Pays de la Loire, qui est une fiche qui est un peu plus complète. Donc ça, c'est un collectif 2.4 qui, tu m'en parleras un petit peu mieux, je pense que tu les connais mieux, mais qui a précisé de multiples activités, qui est également ouvert au public. Ils ont également précisé l'ensemble des flux qu'ils arrivent à traiter dans la structure. Où est-ce qu'elle se situe? Et en fait, pour vous montrer vraiment que même quand vous arrivez et que vous ne pouvez pas vous connecter, qu'il est difficile pour une structure de l'ESS de pouvoir proposer des modifications de données. Ici, je propose de modifier ces données-là. Donc là, on a le SIRET, le statut associatif. Et là, par contre, on remarque tout de suite que je n'ai pas accès aux informations qui sont liées aux ETP, au nombre d'emplois, au chiffre d'affaires, ni même au tonnage. De toute façon, ce que je peux faire uniquement, donc personne extérieure non modératrice, c'est proposer des modifications qui arrivera au modérateur de la CRES, donc ce sera la CRES Pays de la Loire. Ce sera ce modérateur d'accepter ou non ces modifications. Mais ce que j'insiste ici, c'est vraiment vous montrer que même s'il est possible, même si c'est un outil collaboratif, on a mis en place l'SS France a mis en place plusieurs systèmes pour pouvoir protéger vos données, pour que certaines données n'accèdent pas à n'importe qui, et que ce qui reste public restera public, mais aussi que tout passera par les CRES pour la modération. Là, je vais pas modifier, je vais modifier. Un point qui est très important, en revanche, si tu peux remonter, Jeanne, tout en haut du formulaire, c'est que vous nous direz, mais alors comment on fait quand on est structure pour venir ajouter nos tonnages, dès lors que la fiche existerait déjà. Et ben pour ça, c'est bien précisé ici en bleu, vous voyez avec une petite ampoule. Non, pardon, c'est sur le formulaire. Excuse-moi, Jeanne, il faut que tu redescendes et que tu ouvres le formulaire. C'est aussi en bleu, mais voilà, c'est là. C'est bien précisé ici que si vous êtes cette structure et que vous voulez mettre à jour vos propres données, donc de tonnage ou des données confidentielles, au type coordonnées de personnes à contacter ou sur les nombres de TP, etc., vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien qui est en gras et souligné. Et c'est là où vous enverrez en fait un lien protégé sur l'adresse contact renseignée sur la fiche. Alors là, on est en train de faire, on a un petit bug depuis quelques jours sur le sujet, donc on est en train de le régler. Mais si tu descends, Jeanne, s'il te plaît, sur le formulaire, vous verrez que donc ici, de fait, on a un problème, c'est que l'adresse n'apparaît pas. Donc, si c'est quelqu'un d'autre qui a renseigné la fiche chez vous, ou si vous l'avez fait il y a longtemps, vous n'allez pas vous rappeler de l'adresse que vous aviez mise. Est-ce que c'était contact arrobase, est-ce que ça en était une autre? Donc, très clairement, ça va revenir. Ça fait partie des choses qu'on est en train de régler en ce moment. Et ce sera la même adresse contact qui sera présente aussi sur la fiche d'identité que vous allez voir Jeanne tout à l'heure en exemple en prenant le collectif de 4. Dès lors, vous serez en mesure de savoir quelle est l'adresse contact qui est raccrochée, enfin, quelle est l'adresse qui est raccrochée à cette fiche, l'adresse publique. Et quand vous cliquerez sur le lien en haut qui est souligné et en gras, alors ça enverra un lien sécurisé sur cette adresse et uniquement sur cette adresse pour pouvoir mettre à jour votre fiche. Vous avez un deuxième niveau possible
d'avoir accès à cette fiche en étant propriétaire de la fiche, c'est que si vous venez créer une nouvelle fiche, vous pouvez tout à fait, si vous êtes la structure, choisir de vous créer un compte sur GoGoCarto, enfin sur Carteco en l'occurrence, et donc d'être le propriétaire de cette fiche. Là, c'est même encore mieux, puisque vous devenez vraiment modérateur de votre propre fiche, en fait. Donc ça, c'est pas nécessaire de le faire. C'est quand même assez intéressant parce que ça vous permet d'avoir ces droits-là et de pouvoir vous connecter à l'interface Carteco sur votre fiche et seulement votre fiche. Donc, nous, on encourage les gens à le faire. Maintenant, on ne veut pas que ce soit bloquant parce que ça vous paraîtrait trop compliqué. Vous avez vu que ça peut rester relativement souple en ayant, dès lors que l'adresse contact sera bien affichée ici dans coordonnées publiques et puis sur la fiche d'identité, vous serez en mesure d'identifier sur quel mail vous allez recevoir ce lien modérateur qui vous permet d'avoir accès à vos données confidentielles. Donc voilà, donc sur ce, hop là. Vous avez des questions, n'hésitez pas, la main levée. Alors peut-être juste avant que les questions montent, ce visuel-là, il est intéressant pour nous, enfin pour le projet dans son ensemble, puisque dès lors que vous avez enregistré votre structure sur Carteco, on vous invite vraiment fortement à pouvoir en parler. Et donc, on vous a développé ce visuel-là qui sera mis bientôt, pareil, d'ici la fin du mois d'octobre, puisqu'on prévoit notre grand lancement d'enquête au 1er novembre 2021. Vous aurez ce visuel qui vous permet de communiquer en disant nous avons référencé notre structure sur Carteco. Et comme ça permet aussi de parler de l'outil et de le relayer dans les territoires. Oui. D'autant plus que nous, Crescent Val-de-Loire, on commence déjà à s'emparer du sujet. Pareil, les réseaux commencent à peine à se développer. Et on pense que cette carte-là, on souhaite qu'elle fonctionne. On souhaite réellement que beaucoup de personnes y participent et que collectivement, on puisse la remplir. C'est pour ça qu'il est important de la communiquer, de diffuser. Surtout, n'hésitez pas à diffuser. Oui, Baptiste? Oui, ma question, c'était au bout de combien de temps exactement les fiches elles sont validées? Donc ça passe par moi. Là, pour l'instant, j'ai le temps pour m'occuper du webinaire. J'en ai pas encore fait, mais globalement, je m'occupe dès qu'une fiche est envoyée, je reçois une notification par email et je m'en occupe dans la semaine, dans les jours qui viennent, donc assez rapidement. D'accord, ok, merci. J'ai une question de Mathis Navarre. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, vous parlez beaucoup donc de référencer nos organismes. Je voulais savoir, est-ce qu'il est également possible de référencer des organismes que nous connaissons, mais dont nous ne sommes pas propriétaires, en fait? Oui. Pour ça, en fait, ça passe... je vais revenir. Pour revenir sur la carte, donc ça va passer sur toujours Carteco, ajouter une structure. D'accord. Et là, ici, ce sera de faire référencer... Je souhaite référencer une structure de l'ESS de mon territoire. Et ici, vous aurez pareil, le formulaire s'affiche. En fait, vous avez un formulaire un peu allégé parce qu'on imagine que vous ne connaissez peut-être pas le SIRET de cette structure, donc Oui, on ne le veut pas que chiffre ce soit d'affaires, bloquant. Exactement. Mais ça, c'est pareil, on est en train de voir comment, pour le coup, c'est pas simple à chaque fois, donc on est quand même aussi en train de voir comment le faire évoluer, parce qu'à terme, on souhaiterait qu'il n'y ait plus qu'un unique formulaire pour que ce soit plus simple aussi, parce que nous, on est dedans tous les jours depuis 3 ans, donc forcément, on s'est fixé des choses qui parlent peut-être pas très bien à l'extérieur, même pour les structures dont c'est le métier. Donc, pour le moment, c'est comme ça, mais ne soyez pas surpris que dans quelques mois, éventuellement, il n'y ait plus qu'une seule entrée formulaire qui, de fait, en fait, s'enrichissent. C'est juste une question d'affichage, donc en fonction de ce que vous êtes capable de renseigner ou pas, on peut avoir. C'est la question de la confidentialité aussi. Vous avez vu avec Jeanne que dès lors que vous venez modifier une fiche et que vous n'êtes pas référencé comme le modérateur de cette fiche-là, vous avez une partie des champs qui ne s'ouvrent pas, en fait, qui ne sont pas visibles. Donc, on peut aussi imaginer ça pour le formulaire d'entrée. Donc, ça risque d'évoluer dans les prochains mois. Ça serait une bonne idée, puisqu'en fait, je travaille pour un syndicat public et on se pose la question justement comment relayer cette initiative auprès des acteurs qu'on connaît sur notre territoire. Et en effet, plus le formulaire sera simple, mieux ça sera, j'ai envie de dire. Alors, le formulaire, il sera toujours, enfin, si on veut ce niveau de qualification avec les 500 champs, de fait, il sera toujours entre guillemets de cette complexité-là. En revanche, effectivement, il n'y aura plus qu'une entrée. Maintenant, ce qui est très intéressant dans ce que vous dites et qui peut intéresser d'autres acteurs ici présents,
Dès lors que vous êtes un syndicat de traitement des déchets ou un EPCI en fait, qui a déjà référencé un certain nombre d'acteurs sur ces champs-là, par exemple, on va dire que vous avez 15 acteurs référencés et c'est quand même pas très agréable pour vous, même si vous n'avez pas toute la donnée très fine, mais c'est quand même très intéressant pour nous que vous puissiez référencer ces 15 structures, même si vous n'êtes pas les structures. C'est quand même pas très intéressant pour vous de le faire à la main 15 fois. Dans ces cas-là, on vous invite vraiment à revenir vers votre chambre régionale et à pouvoir ensuite mettre en place une procédure de soit vous lui fournissez votre tableur Excel tel qu'il existe et auquel cas, parce que je dis Excel mais parce que c'est souvent un tableur. On a déjà des jeux de données préexistants dans tous les cas, ça on l'a. Voilà. Et bah, du coup, ça c'est possible pour nous ensuite de l'intégrer en bloc, c'est-à-dire de vous éviter de faire nous de notre côté, on retravaille avec nos champs de qualification, on met les champs de qualification correspondants chez nous. Par rapport à votre base à vous, même si par exemple vous, on imagine que vous n'avez pas les 500 champs de qualification et même si vous les aviez, ce ne serait nécessairement pas exactement les mêmes que Carteco. Donc admettons que vous avez 30 champs de qualification de ces 15 structures. On va être capable de les identifier par rapport à nos champs, nos 514 champs de qualification. Et ensuite, on va pouvoir faire un import global de vos 15 données directement sur Carteco pour vous éviter justement d'avoir à faire à la main ce travail-là. Merci beaucoup pour ces informations, ça va nous être utile, je pense. Merci. Ça, je vous invite vraiment à revenir vers votre chambre régionale à chaque fois, parce que c'est quand même vraiment les CRES qui pilotent ce travail-là au niveau territorial. D'accord, bah, c'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup. J'ai une question de Juliette Nicolas. Excusez-moi, je n'ai pas le nom qui s'affiche. Juliette Nicolas d'Écologie. Vous m'entendez? Bon. Un peu de questions, j'ai l'impression. Donc, on va passer à la suite. Peut-être, Jeanne, juste pour préciser, comme il y a des collectivités qui sont là, que Carteco, dans les perspectives de développement, on a aussi un projet de pouvoir permettre, en fait, c'est déjà possible techniquement, il faut juste qu'on voit comment on s'organise ensuite en termes de services, mais on peut faire des incrustations dans morceaux de Carteco qui seraient par exemple focus sur la métropole d'Orléans. Et vous auriez du coup sur votre site Métropole d'Orléans un focus, un zoom des points de Carteco d'Orléans, enfin de la métropole, pardon, qui serait affiché. Donc ça, c'est déjà possible et c'est quelque chose qu'on peut proposer comme service si vous êtes intéressé. Pareil, il faut revenir vers la CRES pour ça. Et l'autre projet qu'on est en train de développer, c'est même d'aller plus loin que ça, c'est que vous puissiez faire une aspiration des données de Carteco sur votre territoire. Et que vous mettiez en place, on vous mettrait en place en fait sur GoGoCarto et dans un environnement Carteco, la possibilité que cette carte-là, vous puissiez l'enrichir avec votre périmètre à vous. C'est-à-dire que vous êtes un EPCI et vous avez envie de mettre à disposition de vos concitoyens la carte des structures de l'économie circulaire dans son ensemble et pas que les structures de l'ESS. On peut complètement essayer de travailler ensemble à ça pour que vous puissiez partir du travail de Carteco, y ajouter le périmètre que vous avez envie d'ajouter, soit en termes de non-ESS, soit aussi en termes d'autres activités. Ça peut être, par exemple, sur l'alimentation, ou des champs de qualification qu'on n'a pas affichés sur Carteco et qu'on ne souhaite pas afficher. Et du coup, ça vous permet ensuite d'utiliser, de fait, c'est conditionné au fait que vous utilisez le module qui renvoie les données vers OpenStreetMap, comme je vous l'expliquais, pour que les cartes continuent à communiquer entre elles. Mais ça, c'est quand même vraiment possible de le mettre en place aussi. Donc, pareil, si vous avez ces besoins-là que vous identifiez, n'hésitez pas à revenir vers votre CRES. Alors, j'ai la réponse de Juliette Nicolas qui précise que son micro ne fonctionne pas. Écologique, elle dit, par exemple, une liste de partenaires ESS, est-ce que vous demandez à l'organisation si elles sont d'accord pour être référencées, notamment l'info sur l'accueil du public ou...
En fait, le principe, c'est que sur les 7 premières régions pilotes, c'était vraiment un référencement des CRES. Donc, on n'a pas, et ça on le reconnaît, on n'a pas assez communiqué sur justement la question du consentement, d'où le fait dans cette enquête qui démarre, cette grosse enquête de qualification, parce que si vous allez sur la carte, vous verrez que sur les 1700 points référencés, en tout cas sur les 1500 historiques, les 200 nouveaux, je ne suis pas allée tous les voir à la main, mais tous n'étaient pas finement qualifiés. Et du coup, l'objectif de l'enquête au 1er novembre, au-delà d'aller chercher les nouvelles régions, ce qui est votre cas sur Centre-Val de Loire, c'est aussi de permettre aux points référencés d'aller se qualifier. Et dans le cadre de cette enquête-là, on va vraiment insister sur la question du consentement des structures. C'est-à-dire que les structures seront en capacité d'envoyer un mail à la CRES en disant merci de ne pas me laisser afficher sur cette carte, je n'ai pas envie d'y être. Et auquel cas, du coup, la CRES pourra l'enlever. Parce que Carteco, GoGoCarto, c'est très puissant. Ça permet d'envoyer des mailings ensuite à l'ensemble des points qui sont référencés. On peut aussi les filtrer par filière. Donc, quand on fait de l'animation filière type textile ou réemploi des matériaux du bâtiment, je pense à 2 filières très en vogue dans la période, et ben, on peut faire ce filtre-là et choisir de n'envoyer des mails qu'à ces personnes-là. Donc, de fait, on va pouvoir envoyer un mail à toutes les personnes référencées en leur posant la question du consentement dans le cadre de notre enquête. Alors, leur tourne. Donc, ce que je proposais, c'est de passer à l'intervention de Madame Laure Carrère, donc de chargée de mission économie circulaire dans l'Observatoire des déchets. Et si vous avez d'autres questions, on prendra un petit temps à la fin. Laure, est-ce que tu es avec nous? Oui, bonjour, merci beaucoup. Merci pour cette présentation très, très intéressante. Donc moi, je m'appelle Laure Carrère, je suis chargée de mission économie circulaire au Conseil régional Centre-Val de Loire. Et j'ai notamment une mission également de pilotage de l'Observatoire déchets et économie circulaire de la région Centre. Et c'est sur ce sujet-là surtout que je vais intervenir aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous intéresse par rapport au travail de Carteco. Mais je vais quand même me permettre de faire un petit rappel en fait, de contexte, dans quel cadre la région travaille sur ces sujets-là. Alors, Jeanne, si tu veux bien. Ouais. Encore, merci. Voilà, donc juste pour vous rappeler l'existence du schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires, donc le SRADDET, qui propose 2 règles, desquelles découle la grande partie de nos actions. Donc la première, c'est la mise en place d'un observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire, dont l'objet est évidemment de pouvoir collecter de la donnée pour avoir une vision régionale de ce qui se passe sur les territoires et pour pouvoir ensuite avoir des actions en conséquence. Et puis la règle 47 qui est d'intégrer l'économie circulaire dans les stratégies de territoire et de favoriser le développement de l'écologie industrielle et territoriale. Et donc là, on est bien sur une coopération des acteurs au sein de périmètres géographiques donnés. Enfin, on va dire si on élargit un petit peu comme ça, ou si on vulgarise un petit peu comme ça. Et puis au sein de ce méta-document qui est le SRADDET, on va retrouver le plan déchets qui va nous redonner toutes les orientations concernant les déchets, quels qu'ils soient. Et au sein de ce plan déchets, on va retrouver le plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire qui nous propose d'agir selon 3 axes. Donc, de mettre en mouvement les acteurs, donc c'est typiquement voilà, le sujet aujourd'hui, conjuguer la compétitivité et la transition écologique et de développer des projets collaboratifs au sein des territoires. Donc, évidemment, l'ESS est tout à fait dans le sujet, enfin dans tous ces sujets-là. Alors, la suite, s'il te plaît, Jeanne. Au niveau des actions régionales, juste pour vous rappeler que la région travaille dans le cadre d'un contrat de plan État-région. Donc, en fait, c'est un contrat qu'on mène avec l'ADEME et qui est mené en fonction d'objectifs définis ensemble. Donc, on a l'axe 3 qui est consacré à l'accélération de la transition énergétique et écologique. Et puis surtout, on a un objectif stratégique qui est de favoriser la prévention et la gestion des déchets dans une logique d'économie circulaire. Je ne vous reliste pas, enfin pas oralement en tout cas, les thématiques prioritaires. Juste, je les ai remises parce que du coup, actuellement, on travaille très peu sur des AAP. Et voilà, profitez du fait qu'on soit tous ensemble ce matin pour vous rappeler qu'on
on intervient sur des aides au fil de l'eau et particulièrement sur ces thématiques-là. Donc, quand il y a des projets qui se dessinent, vous pouvez nous appeler directement pour voir voilà, l'éligibilité et savoir que ces thématiques sont particulièrement fléchées chez nous pour pouvoir vous soutenir financièrement. La prochaine. Les actions et les soutiens de la région. Donc, nous, on anime l'ensemble des personnes qui sont concernées par la prévention des déchets au sein du comité d'animation et de suivi du plan déchets. On a évidemment la mise en œuvre de l'observatoire régional, mais j'en reparlerai plus en détail tout à l'heure. On a également il y a également le lancement là, très récemment du scénario prospectif pour une région zéro déchet à l'horizon 2050. Donc ça, c'est une étude qui aurait dû être lancée il y a quelques mois déjà et puis qui a été retardée pour diverses raisons. Mais en tout cas, elle vient de se lancer et je vous mettrai peut-être soit tout à l'heure dans le chat, soit je le donnerai à Jeanne pour le compte-rendu. Mais l'enquête a commencé cette semaine et donc le lien, si vous souhaitez répondre et puis le diffuser surtout dans vos réseaux. On a le soutien au projet déchets et économie circulaire et puis on a également cette année lancé un appel à candidature ADEME Région sur l'écologie industrielle et territoriale. Et puis la COP régionale avec un AMI particulier dont vous pourrez retrouver les détails via le lien. Et puis le dispositif à vos idées aussi qui peut être intéressant, notamment sur tout ce qui est les 3 R, ressourcerie, réemploi, réparation. Alors, la suite, s'il te plaît, Jeanne. Donc, sur le sujet qui nous concerne un peu plus aujourd'hui, je vous ai proposé le scénario en fait, qui a été adopté pour les 7 années de 2021 à 2027, le scénario qui a été adopté d'observation, on va dire. Donc, vous avez sur la colonne de gauche les acronymes qui correspondent aux différents déchets. Donc, vous avez la définition en bas du tableau. Et puis, vous voyez qu'en fait, l'objectif, c'est que sur les 7 années, on ait observé l'ensemble de ces déchets de manière régulière et de manière complète également. Sur la ligne qui nous concerne un peu plus ce matin, même si elles se confondent toutes un petit peu, sur l'économie circulaire, vous avez vu tout à l'heure dans la présentation, il y a 3 axes sur l'économie circulaire, donc l'offre des acteurs économiques, la consommation responsable et puis la gestion des déchets. Et donc, l'idée initiale était de pouvoir observer chacun de ces 3 axes à tour de rôle et donc, une fois tous les 3 ans, que chaque axe revienne. Donc, on commence cette année. Enfin, l'observatoire est assez récent puisqu'il a fait sa première étude l'année dernière sur les déchets ménagers assimilés sur l'enquête collecte. Et puis, on assiste à une montée en charge de l'observatoire à partir de cette année. Tu peux mettre la prochaine diapo. Merci. Puisqu'on a lancé cette année un marché avec 3 volets. Donc, un lot 1 qui concerne les installations de traitement, cette fois pour les DMA. Un lot 2 qui concerne principalement les déchets du BTP. Et puis, le lot 3 qui est économie circulaire. Et ça, c'est une particularité à l'échelle de la région, mais également au niveau national, puisque l'économie circulaire est rarement observée de cette manière-là. Et donc, cette année, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur le scénario, on est vraiment sur le premier axe et donc sur les 4 premiers piliers qui sont l'offre des acteurs économiques, l'EIT, l'économie de la fonctionnalité et l'éco-conception. Donc, ce premier lot nous questionne beaucoup également sur les possibilités d'observation. Vous comprenez bien que quand on parle d'acteurs économiques, on parle de tout type d'acteurs et donc on ne peut pas être dans une enquête exhaustive en termes de réponse. Et donc, effectivement, les travaux que mène la CRES et à travers l'outil Carteco et également le RAR à travers un état des lieux des acteurs du réemploi, c'est des choses qui sont très importantes pour nous parce que ça nous permet complètement de compléter nos travaux, de les comparer et puis aussi peut-être de les orienter de manière différente en fonction de ce que justement ça va nous permettre d'observer. Donc effectivement, l'auto-référencement dans un outil comme Carteco, on conseille également vivement parce que et puis sa mise à jour également parce qu'on a sur la question des données, on a toujours 2 questions, c'est comment on la collecte et puis comment on la met à jour.
avant l'analyse, même si l'analyse n'est pas une mince affaire également. Et donc, du coup, voilà, on sera l'année prochaine sur la consommation durable, la consommation responsable. Et donc, ça touche également un certain nombre d'acteurs qui sont présents aujourd'hui. Voilà, là, je vous ai juste remis les dernières modalités d'intervention parce que voilà, on était tous ensemble ce matin et vous rappelez voilà, qu'on est sur des aides au fil de l'eau, qu'on peut financer jusqu'à 80% des projets en fonctionnement ou en investissement en fonction de l'éligibilité des projets et des thématiques qui seront concernées. Les bénéficiaires sont tous les porteurs sauf les particuliers, donc de manière générale, tous les acteurs de l'ESS sont concernés. Et puis, la demande des dépôts de subventions sur le portail Nos aides en ligne, que vous connaissez déjà peut-être pour certains, sachant que ce portail a muté et qu'il a réouvert le 4 octobre avec, comme c'est souvent le cas sur des gros outils informatiques comme ça, quelques bugs. Donc, qui sont en cours de traitement, mais n'hésitez pas. En tout cas, le message ce matin, c'était de vous dire aussi que n'hésitez pas à nous contacter directement. Si vous avez des difficultés sur le portail, il faut les faire savoir. Et puis voilà, notre regard intéressé et bienveillant sur le travail de Carteco et de ce que cet outil peut nous permettre de faire. Voilà, merci. Puis en dernière slide, du coup, j'ai rappelé mes coordonnées. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Merci. Merci Laure. Je transmettrai ça, les coordonnées, avec le diapo pour ceux que ça intéresse. Peut-être pour faire un mot de la fin sur ce que nous organisons au mois de l'ESS, donc la CRES. Tous les ans, on a ce qu'on appelle le mois de l'ESS. Donc, c'est un temps fort au mois de novembre où tout type d'associations, de structures de l'ESS organisent des interventions, des animations pour parler de l'ESS. Donc, c'est vraiment un temps fort assez co-organisé par la CRES en Val-de-Loire. On organise également les prix de l'ESS de la transition écologique. Donc, en fait, chaque année, la CRES récompense une structure de l'ESS pour son projet. Donc, on en a deux. On a l'utilité sociale et la transition écologique. Ça se passe à la fin du mois de l'ESS, donc début décembre. Je vous dis juste ça parce qu'il y a encore possibilité de s'inscrire jusqu'au 15 octobre pour le prix de l'ESS de la transition écologique, mais aussi l'utilité sociale. Donc, si ça vous intéresse ou si vous connaissez des structures sur vos territoires qui pourraient être intéressées, sachant qu'il y a récompense à la clé et un prix fait par un de mes collègues, c'est toujours possible. Vous avez jusqu'à vendredi prochain pour vous inscrire ou inscrire à une structure. Et également, nous organisons l'Espresso circulaire, donc c'est un speed meeting professionnel pour les entreprises de l'économie circulaire en région Centre-Val-de-Loire. Il aura lieu à la fin du mois de l'ESS, le mardi 30 novembre. Sur ce, je voulais savoir si vous avez des questions, des réactions. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Merci d'être venu, merci d'être connecté et merci du coup pour votre attention. Vous trouverez du coup en lien l'enquête du coup des régions zéro déchet de Laure. Je en profiterai aussi pour vous la retransmettre. Donc merci à Laure d'être venue, merci à Aurore aussi pour votre intervention et merci à vous tous. Merci bien, bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.